Juliette, ton micro, il est éteint. Le micro est coupé, ça commence très bien pour cette deuxième émission, une petite blague toujours. Donc je vous disais bienvenue sur la clim pour notre deuxième émission, on est ravis de vous retrouver et avec moi Baptiste et Anaïs. Salut Bonsoir à tous, Juliette. bonne soirée. Ça va, vous Bonsoir tout allez le bien? monde. Bien, ça va très bien, merci Juliette. Eh bien écoutez, sur cette bonne nouvelle, commençons avec... Ton micro est toujours coupé, Juliette. Bon, j'ai décidément un problème avec mon micro, mais voilà, C'est on va comme parler une de... répétition. Faut-il renoncer à la viande? Merci Baptiste. En premier, une petite question politique. Comment les candidats se positionnent par rapport à la viande? Ensuite, est-ce que l'Europe souhaite le bien-être animal? Et on terminera par une question santé. Qu'est-ce qu'on peut faire et manger? Est-ce qu'on peut manger autre chose que de la viande? Donc, voilà pour le sommaire. Baptiste, Anaïs. Eh ben, on va commencer tout de suite avec quelques chiffres. Donc, on a choisi cette thématique parce qu'elle est assez centrale. C'est une question qui revient beaucoup aujourd'hui autour des problématiques et des programmes écologiques, la question de la consommation de la viande. Et donc, on a sélectionné quelques chiffres pour commencer. Je ne sais pas si tu peux mettre les slides, Juliette. Oui, Yes. bien sûr. C'est parti. Alors, du coup, le premier chiffre sur lequel on a choisi de s'arrêter, c'est déjà qu'il y aurait 3 milliards d'humains supplémentaires à nourrir d'ici 2050. Donc, c'est 7 milliards de plus qu'aujourd'hui. Et quand on voit déjà l'impact qu'a la consommation de viande, on se demande si c'est encore raisonnable de poursuivre ainsi et s'il ne faut pas changer nos modes de consommation. Le deuxième chiffre, en lien avec ce que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, l'élevage serait responsable de 14,5 des émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine sur Terre. Au niveau européen, ce qui nous concerne un peu plus, c'est 7 missions des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne qui proviendraient du secteur animal selon la Commission européenne. La Commission européenne, on y reviendra un peu plus tard en se concentrant autour des politiques autour de l'élevage et de la condition animale que la Commission européenne tente de mettre en place dans l'UE. Yes, on verra ça avec toi, Baptiste, tout à l'heure. Anaïs aussi, tu as des chiffres à nous présenter? Alors, est-ce que tu peux me mettre la... voilà, c'est parfait. Alors, on a choisi de s'arrêter sur également la consommation de viande. 42 millions de tonnes de viande qui sont consommées chaque année en Europe. Et pour vous donner une petite idée, les Français consomment 89 kilos de viande par an. Bon, ça, il n'est pas dans la slide, mais je tenais quand même à le rajouter. On a 80% des animaux élevés en France qui sont issus de l'élevage intensif parce que du coup, la viande, ça concerne... Voilà, il y a un impact au niveau de la santé, il y a également un impact au niveau du bien-être animal et également au niveau écologique puisqu'il y a 68% des terres agricoles qui sont utilisées pour la production animale. Ok, ouais, c'est énorme. Ouais, c'est... En effet. Le chat réagit, c'est pareil. 89 kilos, c'est beaucoup. Anaïs, je fais une mini pause. Vous êtes végétariens tous les deux ou pas? Moi, pas du tout. Après, je ne sais pas si je mange 89 kilos de viande. Ouais. Parce que c'est vrai que, étant étudiant, je pense qu'on a un peu tous une consommation qui est aussi, pour ma part, qui est limitée en partie par nos moyens. Mais c'est vrai que 89 kilos, c'est quand même... on n'imagine pas sur une année, mais c'est vrai que ça paraît considérable. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, non, je ne suis pas végétarienne, mais c'est vrai que j'essaye de réduire quand même ma consommation de viande, surtout depuis mes études d'infirmière où je me suis rendu compte l'impact que ça pouvait avoir sur la santé. Ouais. Mais on va voir, hein, peut-être que ce live va nous convaincre exactement à réduire encore plus ou de diminuer totalement arrêter notre consommation de notre viande. consommation de viande. Ouais. Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir. Je vous propose une petite transition qu'on passe sur nos chers candidats à la présidentielle pour voir ce qu'ils en disent. Donc, d'abord, on va commencer avec une petite question. Quel candidat à la présidentielle est végétarien? Anaïs, Baptiste et le chat, j'attends vos réponses avec attention. Alors, il me semble, mais je ne suis pas tout à fait sûre, mais il me semble que Anne Hidalgo, qui est la candidate du PS, est végétarienne. Il y a beaucoup d'Yannick Jadot dans le chat, mais il me semble pas que ce soit Yannick Jadot. Hidalgo, Poutou, ok, on propose aussi. Alors, un point pour toi, Anaïs. Effectivement, Anne Hidalgo est végétarienne. Est-ce que Jadot mange du foie gras et tout ça? C'est ça. J'ai pas l'info, Lys. Moi, c'est l'info que j'avais, c'est pour ça que je savais que c'était pas lui. Mais écoutez, vous avez bien vu, sans surprise, il n'y a qu'Anne Hidalgo qui est végétarienne. En fait, tous les autres mangent de la viande.
en moyenne 2 à 3 fois par semaine, mais c'est quand même Valérie Pécresse qui a le record, avec jusqu'à 5 fois par semaine, elle mange de la viande. Je vous renvoie vers la vidéo de Combini qui a interrogé les candidats à la présidentielle sur ce sujet, si vous voulez en savoir plus. Eh ben, écoute, on aura l'occasion en tout cas de reparler de la consommation de viande de Valérie Pécresse, parce que d'un point de vue santé, bon, on en reparlera plus tard à la fin de l'émission. Très bien. C'est pas forcément conseillé d'en manger autant. Oui, c'est vrai. Bah, tu nous expliqueras tout ça à la fin. Trop bien. Mais écoute, petit point politique. D'abord, quelles sont les positions des candidats face à l'élevage intensif? Alors, difficile de les catégoriser soit en oui, soit en non, parce qu'en fait, ils ont tous une opinion assez différente. D'abord, si on commence à droite, au hasard, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan ne se sont pas vraiment prononcés. Dans leur programme, il y a des propositions pour l'écologie, pour l'agriculture, mais rien de spécifiquement concernant l'élevage intensif. Emmanuel Macron, c'est pareil, pour l'instant, il n'a rien formulé de très précis. Si on fait le grand écart, qu'on va de l'autre côté, chez Poutou et Nathalie Arthaud, là, c'est pareil, c'est encore un peu flou, pas de vraies propositions concernant exclusivement l'élevage intensif. Et écoutez, après Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Jean Lassalle se sont un peu plus positionnés. Dans tous les cas, ces candidats veulent une agriculture plus respectueuse de l'environnement, de ceux qui produisent, qui produisent tous ces biens, et puis des animaux. Mais maintenant, je vous propose qu'on s'intéresse à deux intervenants, à Fabien Roussel et Yannick Jadot. Alors, est-ce que c'est vrai que Yannick Jadot, je vois dans les commentaires il dit qu'on mange du foie gras. Est-ce que tu as eu cette information? Ouais. Alors, j'aimerais beaucoup parce que, bon, ça n'a pas trop de rapport, mais moi, je viens du Limousin, donc j'avoue que faire un trait sur la viande, c'est compliqué. Mais je ne sais pas où est-ce qu'en est Jadot sur le foie gras. Mais en tout cas, il en a pas parlé dans ses propositions, donc j'ai pas de réponse claire à vous apporter, mais ça mériterait un fact-checking. Oui, D'accord. c'est peut-être pas très bien vu dans son électorat de défendre une position pro-foie gras. C'est possible. On n'est pas au top, quoi. Bon, alors, je reviens à mon petit Jadot. Alors voilà, donc Yannick Jadot propose d'abord une baisse de 15% du cheptel bovin total en 2035. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? 15% en fait de vaches en moins dans les exploitations. Pour vous donner un rapport, le gouvernement actuel prévoit une réduction du nombre de vaches de 12% d'ici à 2030. Donc 15%, ça fait plus de vaches, mais ce n'est pas non plus un chiffre irréalisable. La deuxième proposition de Jadot, c'est de remplacer l'élevage industriel par un élevage agroécologique. Est-ce que vous savez ce que c'est l'élevage agroécologique? C'est ce que j'allais te demander justement. Est-ce que tu peux nous préciser ce terme? Parce que je ne vois pas du tout ce que c'est. Oui, écoutez, l'agroécologie, c'est une production agricole qui s'appuie sur des processus naturels, donc l'interaction entre la faune et la flore, plutôt que sur des pesticides ou des aliments importés. Pour faire au plus simple, parce que je vous épargne les détails techniques, et puis au pire, on pourra poser la question à notre invité tout à l'heure, qui, à mon avis, aura beaucoup plus de précision à vous apporter que moi. Alors. Et je réponds juste à la question de Stéphane Béchaud. Sommes-nous des gros mangeurs de France par rapport aux autres États européens? Je viens de regarder la moyenne européenne, c'est 77 kilos par habitant par an. Donc, on est un peu au-dessus de la moyenne européenne en France. Ok, intéressant. Comme quoi, on n'est pas que des gros mangeurs de fromage, on est aussi des gros mangeurs de viande. Mais bon, un petit peu au-dessus de la moyenne, pas trop non plus. Exactement, un petit peu de tout, c'est pas mal. Mais ça paraît, c'est Anaïs, c'est toi qui nous expliqueras ça tout à l'heure. Et je termine cette interminable page Jadot qui veut reconditionner la politique agricole commune. Donc la PAC, en gros, c'est une démarche à l'échelle européenne, mais j'imagine, Baptiste, tu l'aborderas ça aussi plus tard. Et je vais terminer avec notre cher Fabien Roussel, parce que peut-être que vous l'avez remarqué, mais il répète quand même à tour de bras qu'il aime le bon vin, la bonne viande et le bon fromage français. La bonne chair. Exactement, c'est un Français qui aime manger. Voilà, ça, on ne peut pas le nier, quoi. On ne peut pas lui enlever. Donc Célestine précise, le saucisson comme moi, c'est bien Célestine, ça te fait un point commun avec Fabien Roussel. Donc voilà, donc Fabien Roussel, alors qu'est-ce qu'il nous propose? D'abord d'installer 20 000 à 25 000 agriculteurs par an. Donc il faut savoir que le nombre d'agriculteurs va diminuer dans les années à venir, parce que c'est un métier où les conditions de travail sont assez éprouvantes, où le temps de travail également est souvent plus élevé que dans d'autres professions. Ouais, et il y a un gros renouvellement de génération aussi en cours dans le secteur agricole. Donc déjà, si
pour en avoir parlé à des acteurs du secteur cette semaine pour un autre article. Déjà, si on arrive à remplacer tous les agriculteurs qui partent à la retraite dans les 5-6 prochaines années, ça sera déjà pas mal. Donc, ça me paraît compliqué d'installer des agriculteurs en plus de ceux qu'il y a déjà aujourd'hui. Exactement. Alors, je vois que dans le chat, il y a beaucoup de questions sur la dernière proposition de Fabien Roussel, manger moins de viande, mais en produire plus. Alors, je vous avoue que c'est pareil. J'ai été un peu étonnée parce que cette phrase, cette construction est étrange. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Baptiste et Anaïs. Oui, ça paraît un peu confus. C'est vrai que ça paraît très absurde, en fait. Comme dit si bien Stéphane Béchaud dans le chat, c'est pour en mettre plus à la poubelle, hein, du coup. Effectivement, ça paraît un peu flou, mais en fait, dans l'idée, Fabien Roussel, ce qu'il veut, c'est que tout le monde mange de la viande, mais de meilleure qualité. Et l'idée de Fabien Roussel, c'est de produire plus pour atteindre cet objectif. Alors, c'est un petit peu... comment dire, c'est une hypothèse, il faut voir après ce qu'il peut en faire. Voilà. Et pour la dernière proposition, donc c'est interdire les structures de type ferme des 1000 vaches. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça aussi, j'ai appris ce terme en faisant ma préparation live. Non. C'est une sorte de ferme à échelle industrielle avec énormément de vaches. Bravo. 1000, je dirais au pif. Au hasard. Mais bravo, mais incroyable. Qu'est-ce que vous êtes futés tous les deux. C'est toujours un plaisir de faire un live avec vous. Une ferme avec 1000 vaches, exactement. Merci Célestine. Bravo, oui, c'est vrai. C'est des fermes comme aux États-Unis. Alors, je ne veux pas pointer du doigt un pays en particulier, Arthur, parce que figure-toi que la ferme des 1000 vaches, c'était en France. En fait, c'est une ferme qui a été établie en 2014 dans la Somme et qui avait été pensée pour accueillir 1000 vaches, mais finalement, n'a pas reçu toutes les autorisations et s'est retrouvée à accueillir 850 vaches dans un espace qui a été, qui a reçu un... En gros, le truc a été conçu pour 1000 vaches, mais finalement, ils ont eu le droit d'en accueillir que 500, sauf que la ferme n'a pas respecté... et on a accueilli 850, du coup. Exactement, et ça a fini par fermer parce que y avait beaucoup d'associations qui étaient contre, parce que ça respectait pas le bien-être animal, qu'il y avait une énorme pollution des sols à cause de cette immense installation qui, en plus, n'a pas servi à s'occuper de 1000 vaches. Donc voilà, Fabien Roussel veut éviter ce genre d'infrastructure extrêmement... problématique, pour pas dire autre chose. Exactement, Baptiste. Voilà, donc c'est pour les candidats, c'est un petit peu ce vers quoi on se destine. Donc il y a encore du boulot, quoi. D'accord. Oui, on n'en est pas encore par rapport à notre question de départ, faut-il arrêter de manger de la viande? On n'en est pas encore là dans les propositions politiques, en tout cas. Non, malheureusement, on n'est pas encore au level. Voilà, écoutez... Et du coup, est-ce que tu as un autre candidat à nous montrer Alors, Juliette, ou t'as fait le tour? Moi, j'ai fait le tour des propositions que j'avais à vous soumettre parce que je trouve que c'était celles qui pouvaient être les plus intéressantes à décrypter. Mais, Ah oui, donc c'est assez pauvre. Enfin, il y a quand même peu de candidats qui proposent des choses concernant ce domaine. Mais non, franchement, on n'est pas au top, quoi. Ouais, d'accord. Il faut repenser tout ça parce que il faut creuser. Enfin, on va le voir avec vos chroniques, mais c'est vrai que c'est très important. Je vous propose du coup de dézoomer un petit peu et de partir au niveau européen, où là on a un peu plus peut-être de propositions concrètes qui émergent. Donc moi je vais vous parler donc autour de la question: l'Europe souhaite-t-elle le bien-être animal? Je pars d'une décision qui a été annoncée par la Commission européenne en juin 2021, qui est d'interdire l'élevage des animaux en cage d'ici 2027. Donc ça répond à une initiative à l'origine qui était une initiative citoyenne, donc une sorte de pétition qui a été signée par 1,4 million de citoyens européens à l'appel d'une ONG qui s'appelle Compassion in World Farming. C'est une ONG qui date des années 60, qui avait été lancée par un fermier britannique qui s'inquiétait des conditions d'élevage et qui aujourd'hui est installée au niveau mondial. Cette ONG, dans un de ses rapports, elle pointe plusieurs problématiques autour de l'élevage en cage. Alors, normalement, j'ai le rapport que je vais vous partager un peu plus haut directement via mon onglet. Hop. Du coup, voilà, parmi les problèmes que posent les cages, il y a l'isolation des animaux. Les animaux sont, comme nous, des êtres sociaux, et le fait de les mettre en cage pendant une partie ou la totalité de leur vie, ça brise totalement ce tissu social qu'il peut y avoir entre les animaux.
aussi, c'est des espaces très restreints. On le verra un peu après avec l'exemple des lapins. Il y a aussi une promiscuité entre les cages qui sont souvent empilées dans des installations, dans des hangars, et du coup, un plus grand risque aussi de propagation des maladies, et aussi une absence de mobilité et d'exercice au sein de ces cages qui sont souvent de taille très, très réduite. Donc voilà pour cet aspect-là. Tu as quelque chose à ajouter, Ouais, Julie? non, mais enfin, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que je me souviens de tous ces reportages. Je pense à des assos comme L214 qui arrivent avec des images hyper chocs où tu les vois, t'as 40 poussins qui sont dans tout petit carré. Enfin, c'est Oui, totalement. C'est exactement ce qui est dénoncé par ces conditions d'élevage intensif qui Ouais, sont ou qui sont des dénoncées poules par, qui enfin par ces pardon, excuse-moi Baptiste, vas-y termine. qui sont du coup dénoncées par ces associations. Oui, je veux dire, enfin moi aussi ça me touche parce que moi aussi Juliette, je pense qu'on a vu un peu les mêmes reportages où on voyait mmh, les poules, des centaines de poules qui voient pas du tout la lumière du jour en fait, qui sont entassées dans des ouais. hangars et qui sont bourrées Du d'antibiotiques et du coup, pour vous donner un peu un aperçu de ce qui existe au niveau de l'élevage en cage dans l'Union européenne, j'ai sélectionné 3 chiffres. Donc déjà 370 millions de bêtes sont élevées en cage au sein de l'UE. En France, ce chiffre, ça représente 84 millions d'animaux qui passent une partie ou la totalité de leur vie en cage, et j'ai pris l'exemple des lapins que je trouve assez parlant. En France, en Espagne et en Italie, donc ces 3 pays concentrent 83 de l'élevage de lapins dans l'UE, et les lapins sont élevés dans des cages, en tout cas c'est la législation, d'une surface équivalente à la taille d'une feuille A4, donc c'est une surface d'une taille totalement ridicule, ce qui fait que les lapins ne peuvent même pas se dresser sur leurs pattes dans ce type de cage. Ah oui. Quelque chose qui est un geste naturel pour un lapin, Ouais. en fait, de se dresser sur ses pattes. Donc c'est assez problématique, en plus de tout ce que j'ai énuméré précédemment au niveau des cages. Donc c'est pour ça que l'interdiction des cages a été accueillie avec enthousiasme par les ONG de défense de la cause animale. Cette interdiction doit faire l'objet d'une proposition législative d'ici 2023 au niveau européen. Et cette OK. proposition, elle s'inscrit dans une problématique plus globale de l'Union européenne intitulée « De la ferme à la table ». Et donc, j'ai sélectionné une vidéo de l'Union européenne qui explique comment est présentée, en quoi ça consiste cette stratégie de la ferme à la table. Donc, je vous la partage tout de suite. Which do you believe is the most important? To produce enough nutritious, affordable food for every people, or protect the future of our planet? We don't believe we should have to choose. As the European Green Deal sets out to make Europe the world's first climate-neutral continent, farm to fork is at its heart. Investing billions of euros into research and technologies, transforming how we produce, distribute, and consume our food for healthy people, healthy societies, and a healthy planet, and at the same time, creating new opportunities for consumers, farmers, and the food industry. It's time to reshape tomorrow, to move from an ideal. On a perdu le son, Baptiste, de la vidéo. Alors, donc Mais voilà, derrière cette stratégie, c'est moi qui l'ai enlevé, c'est pour continuer un peu mes explications. Donc derrière cette stratégie de commission, de communication du Parlement, de la Commission européenne, on connaît tous là l'exercice de com. oui, Il y a plusieurs clairement. mesures qui concernent directement l'impact environnemental et climatique de la production animale et les conditions d'élevage dans l'Union européenne. Alors, je les ai mis juste ici. Hop. Donc déjà, une des premières mesures, c'est de réduire la dépendance à l'égard des matières premières importées, notamment du soja qui va être importé des États-Unis et d'Amérique du Sud. Pour remplacer cette alternative, favoriser les matières premières produites sur le sol de l'Union européenne, et notamment les alternatives en protéines issues des insectes. Depuis septembre, dans l'Union européenne, il est autorisé de donner des protéines transformées d'insectes dans l'alimentation des volailles et des porcs. Donc voilà, ça peut être une alternative à cette importation de matières premières. L'autre volonté, c'est de réduire de 50% les ventes globales d'antimicrobiens. Donc ces antimicrobiens qui sont donnés aux animaux pour pas qu'ils
qui se Baptiste, contaminent. j'ai Oui, une question. C'est quoi un dis-moi. antimicrobien? Alors, un antimicrobien, c'est un médicament qui va être donné aux animaux pour éviter qu'ils se transmettent tout type de maladies. Et la problématique autour de ça, c'est quand on mange de la viande où il reste des traces d'antimicrobiens, en tant que notre corps développe une résistance. C'est un peu comme les antibiotiques, on développe une résistance. Et derrière, le jour où on aura besoin d'un traitement potentiellement à base d'un même type de molécules, on risque de développer une résistance, et c'est des résistances qui se caractérisent dans l'Union européenne. Selon la Commission européenne, 33 000 personnes décéderaient par an dues aux résistances aux antimicrobiens, en plus des dépenses de santé entraînées par cette problématique. Autre mesure annoncée dans ce plan de l'Union européenne, c'est réviser la législation sur le bien-être des animaux, notamment en ce qui concerne les conditions de transport et d'abattage. Donc c'est dans cela que s'inscrira le projet législatif sur l'interdiction des cages. Et enfin, examiner des possibilités d'étiquetage en matière de bien-être animal, donc pour que le consommateur puisse se rendre compte dans quelles conditions est produite la viande qu'il consomme, quelles normes sont respectées ou pas. Et donc, pour réagir un peu à ces éléments avancés par la Commission européenne, j'ai contacté l'ONG à l'origine de la pétition initiale, donc la Compassion in World Farming. Et ce que m'a dit leur attaché de presse, c'est que pour eux, c'était une victoire d'avoir eu cette réponse de la Commission européenne, que c'était une victoire historique et qu'ils étaient globalement contents des ambitions affichées au niveau européen, au niveau du Green Deal et au niveau du plan de la ferme à la table. Mais ils attendent maintenant que les États se saisissent de ces directives européennes et mettent en application ces pratiques, et qu'ils craignent aussi la puissance des lobbies agro-industriels qui essayent de revoir à la baisse les avancées promises par la Commission européenne, par le Parlement européen. On voit notamment avec ce qui se passe en Ukraine récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les lobbies poussent pour revoir à la baisse le volet agricole du Green Deal, car ils craignent une chute de productivité due à la guerre en Ukraine, notamment autour de la question des jachères. Les jachères, c'est ces terrains laissés entre guillemets inutilisés pendant une période donnée pour permettre à la terre de se régénérer. Et ben, les lobbies agro-industriels poussent pour limiter le nombre de jachères et avoir le plus possible de surface cultivable. Donc une Europe globalement progressiste dans son discours, un discours qui est salué par les ONG, mais qui se méfie néanmoins de la puissance des lobbies au niveau européen. D'accord. Ok, bon, c'est une question très complexe, avec énormément de détails, comme souvent quand ça concerne l'UE, mais merci. Et oui, effectivement, comme c'est souligné dans le chat, c'est vraiment en discussion la question des jachères en ce moment avec la guerre en Ukraine. Ouais. Il y a une grosse pression mise par les lobbies pour revenir en arrière. C'est pas encore acté, mais en tout cas, on discute autour de ça. Donc voilà, il faut se méfier à ce que les avancées promises soient vraiment mises en place. Oui. D'accord. Et ben, on peut resserrer à une échelle un peu plus petite, Anaïs, parce que... Bah, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup parlé du coup, des enjeux en termes du coup, c'est vrai que c'est un sujet qui concerne les enjeux au niveau écologique, le bien-être des animaux aussi européens. C'est également un enjeu qui concerne du coup la santé. Alors du coup, il y en a quand même beaucoup parmi nous qui décident de ne plus manger de viande. Alors j'ai fait quelques slides, est-ce que Juliette tu peux les mettre, où ça Bien détaille en sûr. fait les différents types de régimes sans viande. Donc on a premièrement, on a du coup le régime type, qui est assez simple en fait, c'est le régime pesco-végétarien. Donc c'est-à-dire qu'on mange de tout sauf de la viande. Donc on peut retrouver à peu près tous les autres nutriments, tous les nutriments de la viande, on peut les retrouver dans tous les aliments qu'on mange à côté. Faut juste faire attention à son taux de fer et à son taux de zinc. Le zinc, c'est un sel minéral qui sert à stimuler les défenses immunitaires. Et le fer, c'est ce qui sert à fixer l'oxygène sur les globules rouges, et donc qui sert à mieux respirer. Donc ensuite, on a le régime végétarien. Donc c'est un régime, lui, qui exclut donc la viande, le poisson et les fruits de mer. Donc il comporte un petit peu plus de risques que le premier régime que j'ai cité. Donc c'est un déficit en oméga 3.
Un oméga 3, c'est ce qui sert au fonctionnement, au développement de la rétine du cerveau. Et donc, on retrouve ça dans l'huile, et dans les noix aussi. Donc voilà, donc il faut faire attention à bien se pourvoir en oméga, et aussi en iode, parce que le fait de ne pas manger de fruits de mer, ça peut provoquer un petit déficit. Ensuite, on a le régime végétalien. Alors, le régime végétalien, c'est un régime où on ne consomme aucun aliment d'origine animale. Donc, alors là, pour le coup, il y a vraiment juste un élément que l'organisme ne peut pas produire lui-même, et qui se retrouve vraiment dans les produits d'origine animale, c'est la vitamine B12. Donc, c'est ce qui permet de nous aider à produire des cellules sanguines et qui aide nos nerfs à fonctionner. Donc voilà, donc ça, c'est pour le coup, c'est très important de prendre des petites ampoules de B12 pour ne pas avoir de carence. Et aussi, le risque aussi, c'est quand ne pas manger de produits laitiers, ça peut aussi occasionner des déficits en apport de calcium, notamment pour les enfants qui sont en train de grandir, et aussi en vitamine D. La vitamine D, c'est ce qui permet de fixer le calcium pour aider les os et pour solidifier les os pendant la croissance. Ça en fait des choses à penser pour tout ton régime alimentaire à chaque fois que tu passes une étape dans le Oui, c'est sûr. adieu la viande, quoi. C'est sûr que voilà, ça a quand même quelques conséquences, donc il faut faire attention à être bien suivi et à en discuter. Ne pas hésiter par exemple à en discuter avec son médecin qui peut proposer des compléments alimentaires, ou même à rejoindre des groupes sur Facebook ou dans les réseaux sociaux, des groupes de personnes qui sont végétariennes, qui proposent des conseils, des recettes pour pas se retrouver en carence. Ouais. Je vois qu'on a une question du chat. Il y a Mine qui nous demande si prendre de la B12 en complément, ça peut entraîner des effets secondaires. Est-ce que tu sais Alors, non, je ne sais pas, mais je conseille à Mine de ne pas aller rechercher sur internet parce qu'il risque de trouver pas mal de bêtises, mais plutôt de demander à son médecin traitant. Ouais. Dans le chat, en tout cas, on nous dit qu'il n'y a pas de conséquences. Ok. Il n'y a pas de conséquences au fait de prendre de la vitamine B12 en complément. D'accord. Ça doit sûrement être quelqu'un qui doit avoir l'habitude. Du coup, pour préparer ce live, je suis aussi allée demander à une diététicienne un petit peu ce qu'elle en pensait, notamment pour les personnes qui, elles, consomment de la viande. Qu'est-ce qu'elle en pense? Donc, elle s'appelle Pauline Legendre, elle est diététicienne sur Paris. Et donc, je lui ai demandé ce que c'était en fait une consommation de viande adaptée. Et donc, elle m'a dit que c'était pas plus de 4 fois par semaine, en alternant évidemment la volaille et la viande rouge. Donc, parce qu'une alimentation en ferme, ça permet, comme j'ai dit, une alimentation en viande, pardon, ça permet un bon apport de fer. Le fer, du coup, donc ce que je disais, c'est que ça sert à fixer l'oxygène sur les globules rouges, donc ça permet une meilleure respiration, ça permet une meilleure ventilation des poumons, une meilleure oxygénation des tissus, ça permet aussi de prévenir la fatigue, les vertiges, c'est quand même très important. La viande, ça permet aussi de mieux cicatriser, ça permet un maintien de la masse musculaire, et ça permet aussi d'éviter un vieillissement de la peau. Voilà. Après, comme tout, comme toute bonne chose, c'est important de ne pas en abuser parce que la viande, c'est très gras, notamment la viande rouge. Il y a énormément de masse grasse qui peut entraîner du coup du cholestérol, donc attention à pas trop en prendre. Et comme je disais, les Français en consomment 89 kilos par an, ce qui est beaucoup. C'est fat. Ouais, c'est beaucoup. Et donc, elle disait que c'était très important d'alterner entre la volaille, qui est une viande qui est maigre, c'est-à-dire une viande qui n'est pas grasse, avec la viande rouge, notamment. Voilà, ceci, pour tous les grands fans de saucisson, c'est important, surtout la charcuterie qui est très grasse, il ne faut pas en consommer trop, parce qu'on risque d'avoir du cholestérol et aussi de développer, en tout cas, c'est un facteur de risque pour tout ce qui est pathologie cardiovasculaire. Mais du coup, pas de panique, donc elle nous dit quand même qu'on peut en consommer régulièrement, mais par contre, c'est important d'avoir une alimentation saine à côté. Et elle nous dit aussi que si on souhaite arrêter la viande, diététiquement, c'est tout à fait possible et c'est pas du tout un problème. C'est juste important. Il n'y a pas du tout de danger pour la santé. Non. On peut totalement compenser tous Tout à fait. tous les apports. Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible de compenser avec des fruits secs, des avocats, de l'huile, du poisson, des œufs. Non, pardon, pas de poisson, du coup, si on décide d'arrêter de devenir végétarien. Mais en tout cas, si on décide juste d'arrêter la viande, on peut prendre du poisson. Mais du coup, c'est pas un problème. Juste, elle nous dit que, ça coule sous le sens, mais c'est quand même important de le rappeler. Si on décide d'arrêter la viande, il faut évidemment avoir une bonne hygiène de vie à côté, faire du sport pour continuer à entretenir sa masse musculaire et évidemment avoir une ça demande un peu hygiène plus de vie. d'efforts, mais en même temps, même quand on mange de la viande, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc, bien sûr, évidemment. Mais du coup, si vu c'est qu'on déjà on va avoir un petit peu, il va falloir chercher les apports qu'on n'a plus dans la viande, dans les autres éléments. Et du coup, à côté, c'est hyper important, comme les autres, de maintenir une bonne hygiène de vie. Mais du coup, diététiquement, c'est tout à fait possible et ça n'aura pas de conséquences. Ça marche.
Bon, bah, trop bien, c'est parti, go tenter le végétarisme ou le véganisme, je sais Tu pas. Go nous dis que tenter, tu Ouais, s'enrichis, ça devient intéressant. et vous voyez, il y a le dry January, il y a tous ces défis où pendant Ouais, un c'est mois, vrai. soit on fume pas, soit on boit pas. Bah là, on pourrait tenter aussi un mois où on mange pas de viande et voir un petit peu ce que ça a comme Comme conséquence sur conséquence. notre corps. Mm. Et je pense qu'elle serait très bénéfique. Ouais. Mais écoute, de toute façon, dans le chat, ça s'agite. Merci beaucoup, Anaïs, c'était super intéressant. J'ai appris plein de trucs. Pas de souci. Écoutez, c'est parfait. On va passer à notre interview. Donc ce soir, on accueille Tom Brichevalier. Je crois que Tom est là. Oui, bonsoir Tom. Bonsoir Tom. Bonsoir. Merci Ah, beaucoup. pardon. Entendez bien? Ah, Oui, ouais, merci à vous. super. Super. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Est-ce qu'on se tutoie ou on se vous voit? On peut se tutoyer. Ok, on peut se tutoyer. Bah, merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps pendant ce live. Ouais. Écoute, on va commencer avec une question assez simple. Pourquoi élever de la viande, ça pollue? Pourquoi ça pollue? C'est une bonne question. En fait, ça dépend aussi du type de viande. Typiquement, si on pense à la viande bovine, une des raisons principales, c'est l'émission de méthane Oui. par les vaches. Et donc, un chiffre qu'on donne souvent, c'est que il y a 14,5% des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'élevage. Et au sein de ces 14,5%, euh, les bovins tout seuls, c'est 9%. Donc le Ok. reste, c'est uniquement donc les 6,5%, 5,5% pardon, restants, c'est le reste. Notamment parce que les vaches produisent énormément de méthane, qui a un effet de gaz à effet de serre, qui a un effet assez puissant j'y arrive, qui a un gaz à effet de serre avec un effet assez puissant. Donc ça, c'est la première raison. Une deuxième raison, c'est tout simplement le fait de transformer les terres. Donc utiliser des terres qui auparavant étaient des forêts ou d'autres types de terres qui captaient du carbone en des cultures, soit pour les animaux, soit des terres pour les élevages, qui vont utiliser, enfin du coup, qui vont faire que le carbone ne pourra plus être stocké dans les terres ou dans les végétaux qui étaient sur cette terre. Et donc ça a déclenché les émissions de gaz à effet de serre. Donc après, il y a aussi les autres émissions un peu il y a partout à l'utilisation d'engrais, par exemple, pour faire pousser les céréales pour les animaux, les matériels agricoles, etc. C'est un peu de tout ça. En tout cas, au total, un chiffre sur lequel on s'accorde souvent, donc qui vient de la FAO, c'est oui, 14,5% des émissions de gaz à effet de serre totales liées à l'élevage. Ok. Juste peut-être, on a oublié de vous demander, mais vous Oui. pouvez brièvement vous présenter, qu'est-ce que vous faites, sur quoi Ouais, portent vos travaux de recherche, où est-ce que vous avez déjà travaillé? ouais, bien sûr. Donc pour me présenter, donc pour l'instant, je suis doctorant en économie et je m'intéresse aux enjeux environnementaux et économiques de la viande cultivée. Donc la viande cultivée, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est de la viande produite à partir de cultures cellulaires. On Mmh. pourra peut-être revenir là-dessus un peu plus tard. Et donc auparavant, donc, j'ai un diplôme en politique environnementale de Sciences Po Paris. Après, j'ai travaillé 2 ans dans une start-up de viande cultivée. Et récemment, j'ai commencé une thèse après avoir quitté ma position dans la start-up. Et du coup, pour peut-être rebondir sur ce que vous dites sur la viande cultivée, comment ça marche? Est-ce que ça peut être une alternative viable à la viande et est-ce que ça a pas aussi un impact, sur l'environnement? Alors, la viande cultivée, donc, pour résumer très rapidement ce que c'est, donc faut imaginer qu'on va prélever des cellules sur un animal Mmh. via une biopsie indolore ou bien dans des banques de cellules qui ont été faites auparavant. Ces cellules, on va ensuite les faire se multiplier dans ce qu'on appelle un bioréacteur. Donc de l'extérieur, ça ressemble un peu à une grosse cuve comme pour la bière. Et dans ce bioréacteur, on va mettre un milieu de culture. Éventuellement, on peut aussi mettre un échafaudage sur lequel vont se multiplier les cellules pour avoir des textures ou des formes particulières de viande. À la fin, on récolte ces cellules et on les travaille pour en faire de la viande. Donc ça, c'est très schématique. En vrai, il y a plein de manières différentes d'en faire et c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc ça, c'est la première question. Sur la question de est-ce que ça peut être une alternative? Oui et non. Ça peut être une alternative peut-être dans 10, 20 ans. Mais pour l'instant, la viande cultivée, on peut la trouver qu'à un seul endroit, c'est Singapour, où on peut en acheter, mais encore, c'est des quantités vraiment dérisoires, parce que l'entreprise qui en commercialise là-bas les vend à perte. Voilà, c'est plus de la com pour l'instant que vraiment une vraie production commerciale. Euh, mais à terme, l'idée, oui, c'est bien sûr que ça devienne une alternative qui soit environnementalement moins dommageable pour l'environnement que la viande conventionnelle.
qui n'implique pas l'élevage et l'abattage d'animaux. Et il y a aussi une question qu'on va prendre moins souvent sur la viande, qui est celle de l'usage d'antibiotiques, hein, qui fait qu'aujourd'hui la viande est un des principaux facteurs de l'antibiorésistance dans le monde. Plus par ailleurs le fait que l'élevage, ça crée des risques d'épidémies entre les animaux qui peuvent parfois être transmis aux humains. Typiquement, ça peut être qu'en ce moment, il y a une épidémie de H5N1, ou de grippe aviaire, qui bat son plein, et voilà, depuis chaque année, on en a quasiment une. H5N1, on a de la chance, ça se transfère que très rarement à l'humain, mais voilà, ça fait créer quand même des risques. Donc voilà, pour toutes ces raisons, la viande cultivée pourrait être une alternative préférable. Toujours est-il que pour l'instant, on en est encore loin, alors que typiquement les enjeux climatiques demandent d'agir maintenant. Donc c'est une alternative peut-être dans 10-15 ans, pas tout de suite. Et il y a d'autres alternatives à privilégier aujourd'hui. On nous demande dans le chat, est-ce que ça a du goût la viande cultivée? Est-ce que vous en avez déjà mangé? Alors du coup, moi j'ai travaillé dans une entreprise de viande cultivée, donc j'ai eu l'occasion de manger. Après, dans l'entreprise où j'étais, on faisait du foie gras, et il s'avère que j'aime pas le foie gras. Donc je n'ai jamais mangé moi-même, mais que ce soit mes collègues ou les chefs qui goûtaient les échantillons qu'on leur donnait, disaient tous que c'est très ressemblant. Ok. Et est-ce que vous Après, pensez que ça pourrait avoir un risque enfin, est-ce que ça pourrait techniquement avoir un risque sur la santé ou avoir un impact particulier? Le fait que ce soit cultivé, que ce soit pas naturel? ouais, bien sûr, enfin, c'est une bonne question. Alors, en fait, ça dépend vraiment comment cette viande est produite, hein. Si on fait ça n'importe comment, de manière non stérile, avec des cellules dont on sait pas trop d'où elles viennent, oui, il y a un risque. Après, bien entendu, avant que cette viande soit disponible sur le marché, elle sera vérifiée. Notamment, elle passera par, en Europe, ce qu'on appelle le processus de novel foods pour les nouveaux aliments, euh, qui implique que les aliments soient revus par l'EFCA, qui est l'Agence sanitaire européenne, et donc qui validera que cette viande est propre à la consommation, avec voilà, des cellules qui n'ont pas de risque sur la santé, que ce soit à cause de risques d'intoxication, de Ouais. prions dans les cellules ou quoi que ce soit. Donc oui et non. On a une autre question dans le chat c'est Mine qui nous demande pourquoi est-ce qu'on ne trouve cette viande qu'à Singapour et est-ce que l'entreprise a déposé un brevet? Alors pourquoi on trouve cette viande qu'à Singapour? C'est une bonne question. D'une part, il y a le fait que pour que la viande cultivée soit autorisée sur le marché, ça demande souvent de passer par un processus réglementaire qui va être différent d'un pays ou d'une région géographique à l'autre. Et c'est-à-dire que Singapour est extrêmement enthousiaste vis-à-vis de la viande cultivée, parce que comme c'est un tout petit pays, ils ont un vrai problème d'autonomie alimentaire, et donc ils ont mis au point la stratégie de 30% pour 2030, qui est de dire que d'ici 2030, ils veulent avoir 30% de protéines produites localement. Et forcément, ça demande de passer par d'autres techniques que des élevages qui demandent beaucoup plus d'espace, à la fois avec les animaux et la nourriture qu'il faut donner aux animaux. Donc Singapour est très proactif sur la viande cultivée, et ils ont fait un processus de mise sur le marché accéléré par rapport à ce qui pourrait se faire en Europe ou dans d'autres régions du monde. Donc c'est vraiment pour ça qu'à Singapour, on n'en trouvait pas ailleurs. Après, dans d'autres pays, c'est pas, enfin, la viande cultivée ne se limitera pas du tout à Singapour. Il y a environ 80 boîtes aujourd'hui de viande cultivée dans le monde qui cherchent à terme à être acceptées dans le plus d'endroits possible. Euh, voilà. Ok, c'était une réponse très complète. Ouais, mais super intéressant en tout cas. Ouais. Parce que bon, c'est encore très récent, quoi. C'est tout nouveau Ouais. comme projet, très innovant, hein. Oui, donc le premier prototype de viande cultivée, il a été dévoilé en 2013 par Mark Post. Euh, et donc on n'est que 8 ans plus tard pour une technologie qui demande beaucoup de recherche, donc ouais, c'est encore relativement récent. Il y a des progrès très rapides qui ont été faits, mais il y a encore une route assez longue qui attend la viande cultivée avant qu'elle soit une solution viable, dans le sens où non seulement on sait la produire à bas coût, mais aussi à quantité suffisante pour remplacer de manière conséquente la viande. Et si on imagine à terme le fait que cette viande cultivée prenne une part importante sur le marché, que faire de la superficie aujourd'hui allouée à l'élevage en Europe? On entend parfois que 75% des terres agricoles consacrées à l'élevage pourraient être récupérées pour développer d'autres choses, mais est-ce que c'est vraiment possible d'adapter les terres agricoles sur un nouveau modèle? Ouais, alors c'est une question complexe qui dépend de plein de facteurs. D'une part, il y a une partie des terres qui est aujourd'hui utilisée pour l'élevage qui pourraient pas être utilisées pour autre chose. Typiquement, si on pense au pâturage dans les zones montagneuses qui sont pas trop propices aux cultures,
c'est des terres qui pouvaient pas être utilisées pour autre chose. Après, bon, c'est clairement pas la majorité des terres aujourd'hui. Et ensuite, ces terres, en fait, pour qu'elles soient utilisées pour autre chose, ça demandera une politique, enfin, ça sera pas tout seul, ça demande un investissement politique plus ou moins conséquent. Notamment, un des arguments de la viande cultivée, c'est de dire que les terres qui sont aujourd'hui utilisées pour la nourriture pour les animaux, sachant que la viande cultivée a besoin de beaucoup moins de terre. Donc, on a des estimations qui vont jusqu'à moins 90% de terre par rapport à l'élevage de viande, bovine. En fait, ces terres pourraient être utilisées potentiellement pour de la reforestation ou pour de la captation carbone. Ce qui, en fait, en plus du fait que la viande cultivée émet moins d'émissions de gaz à effet de serre que la viande conventionnelle, elle pourrait en plus permettre de libérer des terres pour en capter. Avec des chiffres qui sont très très impressionnants de ce que ça permettrait de faire. Mais oui, ça demande, bien sûr, ça ne se fait pas tout seul, ça demande des politiques de la part des États pour des programmes de reforestation, parce que reforester, c'est pas planter des arbres, il faut le faire bien avec différents types d'arbres et de manière coordonnée. On pourrait aussi imaginer potentiellement avoir des élevages moins intensifs, puisqu'aujourd'hui, l'idée, c'est que si on voulait avoir uniquement des élevages extensifs en France, ce serait juste pas possible en termes de terres utilisables. Et on dit, du coup, on va avoir moins d'élevages intensifs. Et en fait, en parallèle de cette production de viande cultivée, on s'autorise à avoir plus de petits élevages qui nécessitent plus d'espace, mais dans lesquels les animaux sont globalement mieux traités. C'est une autre possibilité. Encore une fois, il y a plein de scénarios possibles. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire de ces terres. Ça Et ça dépend des dépend des politiques politiques qui seront publiques. mises en place. Ça marche. Mais du On coup, a- juste, je me permets, la viande synthétique, est-ce qu'au final, c'est plus cher à produire que de la viande naturelle? Alors, pour l'instant, oui, évidemment. Oui. Le Mais premier est-ce qu'à échantillon terme? alors, à terme, l'idée, c'est évidemment que ce soit aussi cher, voire moins cher que la viande. Pour donner un peu un ordre de grandeur, donc le premier steak de viande cultivée, qui était en 2013, il a coûté environ 250 000 euros pour être produit. Donc ouais, c'est pas Ok. donné à tout le monde de s'y offrir. Ok. Mais aujourd'hui, donc début 2022, on a certaines boîtes de viande cultivée qui déclarent avoir atteint le prix d'environ euh, 40 euros par kilo de viande. Donc on voit que ça a vraiment diminué drastiquement par rapport à il y a 8 ans. Et il y a de bonnes raisons de penser que d'ici quelques années, on pourra avoir un prix qui sera au moins équivalent, voire inférieur à la viande conventionnelle. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal pour l'assurer avec certitude, mais c'est clairement l'objectif de la viande cultivée, et toutes les entreprises de viande cultivée ont vraiment pour objectif de proposer un produit de qualité équivalente d'un point de vue nutritionnel et gustatif, mais également au niveau financier. Après, aujourd'hui, on a quand même des lobbies importants, au niveau européen, même au niveau en France, des lobbies agricoles, la FNSEA et d'autres syndicats qui, dans la réalité, quelle possibilité pour la viande cultivée de se développer réellement? À quel horizon vous imaginez ça, même si c'est de la politique fiction, mais il y a quand même des freins qui restent euh, à la démocratisation de la viande cultivée et du coup à l'abandon par extension de l'élevage plus traditionnel, voire de l'élevage intensif. Ouais. Alors, encore une fois, ça va dépendre des pays. Je citais tout à l'heure l'exemple de Singapour qui, par rapport à la France, est très proactif sur la viande cultivée. À l'inverse, en France, on est un des pays les plus opposés à la viande cultivée, voire le pays le plus opposé à la viande cultivée. Par exemple, on a déjà eu, qui ont été votés à l'Assemblée nationale, des amendements pour l'interdire dans les cantines scolaires et dans les cantines publiques, alors que c'est un produit qui existe Alors même que pas ça encore, n'existe même pas, ouais. et qu'en plus, c'est l'Europe qui dit que la politique alimentaire est ce qui est autorisé ou pas à la consommation. Mhm. Donc, c'est vraiment juste en fait l'action de quelques lobbies et de politiciens qui, pour se faire bien boire une base électorale rurale, va pousser ces décisions-là. Donc oui, en France, une position très forte, notamment liée au lobby. Heureusement, c'est pas partout comme ça. Même en Europe, il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus intéressés par la viande cultivée. Un exemple, c'est les Pays-Bas, qui, il y a pas longtemps, le Parlement néerlandais a voté une loi qui permettrait la dégustation de viande cultivée à des fins, on va dire, scientifiques ou expérimentales aux Pays-Bas, alors que pour l'instant, c'était pas encore autorisé parce qu'il n'y a pas de mise sur le marché. Ouais, ça va beaucoup dépendre des pays, mais je pense aussi qu'au bout d'un moment, il va y avoir une demande citoyenne de la prise en compte des enjeux liés à la consommation de viande, que ce soit les enjeux environnementaux, les enjeux éthiques. Un exemple de ça, par exemple, c'est le Parti animaliste qui a fait 2,2%
aux européennes, donc quasiment autant que le PCF. Voilà, c'est pas rien, et on voit qu'il y a une demande croissante euh, de la part des citoyens de s'intéresser à ces enjeux-là, de trouver des alternatives. De gens qui se disent, bah non, c'est plus possible de produire autant de viande. Et voilà, de personnes qui, même si individuellement se sentent pas prêts à faire ce pas en avant, soutiennent néanmoins ces politiques. Donc voilà, c'est une réponse un peu. Je sais pas si j'ai pleinement répondu à la question, mais on va dire que ça va dépendre des pays, des oppositions qu'on pourra y Ouais. trouver, et ça va aussi beaucoup Et dépendre des de spécificités de l'assise chaque pays. citoyenne qu'il y aura exactement. Ça marche. On a une question dans le chat que je trouve intéressante, qui a certaines études qui montrent que sur le long terme, la production de viande synthétique pourrait être aussi polluante en émissions de CO2. Vous qui avez travaillé dans le secteur, qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce type d'études. Ouais, bien sûr. En fait, il y a une étude pour l'instant qui dit ça. Mhm. Après, il y a peu d'études globalement sur l'impact environnemental de la viande cultivée, mais donc c'est une étude. Et en fait, bon, cette étude, elle est assez marrante parce que c'est un peu un cas d'école on va dire, de headline reprise par beaucoup de médias un peu catastrophiques. Mhm. Alors que quand on regarde en fait dans l'étude en détail, donc cette étude, elle envisage 5 scénarios différents pour la viande cultivée. Et en fait, dans un de ces scénarios, il s'avère que parce que les émissions enfin, parce qu'en fait le CO2 sera plus longtemps dans l'atmosphère que le méthane, au bout Ouais, de 200 ans, je crois, ou 300 ans, peut-être que la viande cultivée aurait un plus fort potentiel de ressources de l'atmosphère que le CO2. Mais cette étude, ce qu'elle dit pas, enfin ce qu'elle dit dans l'étude, mais ce que disent pas les médias souvent qui reprennent cette headline, c'est que cette étude part du principe que notre énergie sera tout aussi carbonée dans 200 ans. mhm. Ce qui, je pense qu'on a tous confiance que c'est un scénario absolument irréalisable parce que si on n'a pas décarboné nos industries Oui. d'ici là, on aura Et d'autres puis là, problèmes, pour je le coup, il y pense. a des politiques qui se mettent en place et ça semble compliqué de Voilà. rester sur le même, même du Et, point de vue des réserves d'énergie fossile, et ça semble compliqué. exactement. Donc voilà, donc c'est parmi 5 scénarios, il y en a un en effet qui trouvait ça au bout de 200 ans ou 300 ans, et en plus, c'était en partant du principe que que notre énergie était totalement carbonée. Cela dit, là où ça soit un point intéressant, et c'est quelque chose qu'on trouve dans d'autres études qui s'intéressent à l'impact environnemental de la viande cultivée, c'est que les émissions de gaz à effet de serre de la viande cultivée dépendent beaucoup de la source d'énergie qu'on a. C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure qu'en fait l'élevage bovin, par exemple, émettait beaucoup de méthane. En fait, la viande cultivée va émettre peu de gaz à effet de serre, mais va utiliser beaucoup d'énergie, d'électricité. En fait, quand on a une énergie qui est très décarbonée, comme en France, ça pose pas un souci. À ce moment-là, on a des productions qui émettent très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Quand à l'inverse, on a une énergie qui est très carbonée, je sais pas, parce qu'on a des centrales à charbon dans tout le pays, à ce moment-là, en effet, il y a un risque qu'à terme, la viande cultivée soit moins intéressante. Je pense que la trajectoire énergétique et du mix énergétique actuel me laisse optimiste sur le fait que ce sera pas ça qui sera gênant pour la viande cultivée. Ok. J'avais une autre question dans le chat, en dehors de la viande cultivée, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que tu penses des produits de supermarché qui imitent la viande ou même le fromage? Est-ce que ça peut pas être aussi une alternative à la consommation de viande et est-ce que c'est plus ou moins polluant que la viande cultivée, plus ou moins bon pour la santé? Ouais. Alors en fait, c'est vrai que là on parle beaucoup de viande cultivée, mais en fait il y a ce qu'on appelle les protéines alternatives, qui regroupent pas mal de choses. Donc ça regroupe les protéines végétales, la fermentation, les protéines issues de fermentation, la viande cultivée, éventuellement des choses à base d'algues, mais qui vont soit être rendues en fermentation, et les insectes. Et donc en supermarché, on trouve aujourd'hui des protéines végétales. Typiquement, ça va être des substituts qui ressemblent à de la viande, mais végétaux. Moi, je trouve ça très bien. Enfin, j'en consomme régulièrement. Pareil, on a fait beaucoup de progrès en termes de qualité organoleptique de ces produits. Il y a 7-10 ans, c'était vraiment pas terrible, ou en tout cas, ça ressemblait pas à de la viande, mais ça pouvait être bon. Mhm. Aujourd'hui, on trouve des choses qui sont très ressemblantes et très goûteuses par ailleurs. Et pareil, on est sur une trajectoire où ces produits sont de plus en plus diversifiés, meilleurs, et le prix, pour l'instant, reste encore un peu plus élevé que la viande parfois, mais pas toujours. Et idem, on pense que ça va diminuer. Donc oui, je pense que c'est une très bonne alternative. Après, un truc dont il faudra conscience, c'est que une alimentation végétarienne, ça se fait pas principalement avec ces produits-là. Ça se fait surtout avec beaucoup de légumineuses, des lentilles, des pois chiches, des haricots. Ces produits-là, ils sont pas mal pour faire plaisir ou quand on sait pas trop quoi cuisiner parce que ça reprend les usages de la viande, ou bien c'est pratique aussi pour attirer les personnes qui sont pas encore végétariennes
mais qui aimeraient des meilleures consommations de viande en leur proposant un produit qui ressemble un peu, pour qu'elles soient pas dépaysées. Mais voilà, c'est clairement pas des produits qui se basent sur une alimentation quotidienne, notamment parce que beaucoup, mais pas tous, sont des produits transformés avec ce que ça peut poser en termes de quantité de sel ou de graisse. Quoique c'est vraiment à relativiser parce que produits transformés ou ultra transformés, quand c'est de la viande et quand c'est des protéines végétales, ça n'a pas tout à fait le même impact. Ok. D'accord. Et là, j'avais une question, c'était vraiment par simple curiosité. Tout à l'heure, tu parlais Ouais. d'autorisation de mise sur le marché. Ouais. Et ça m'a intrigué parce que du coup, pour les médicaments, ça peut être très très long, ça peut être 10 ans. Et ça prend combien de temps pour de la viande cultivée? Alors, donc, le process de Novel Foods, je crois que ce qui est indiqué, c'est environ 18 mois. D'accord, donc c'est plus Mais, rapide. mais comme la viande cultivée, c'est tout nouveau par rapport à d'autres aliments qui passent par ce process-là, on peut imaginer que ça sera plutôt 2 ans. Donc, ça prend un peu de temps. Et avant même de pouvoir faire la demande, il faut avoir une production qui soit déjà plus ou moins en place. Euh, donc, voilà, ça prendra du temps. Mais pas autant que les médicaments qui peuvent prendre oui, parfois 10 ans, etc. D'accord. Moi, j'ai une question un peu, peut-être un peu naïve, mais j'ai vu qu'on l'a posée dans le chat aussi. Quand on parle de manger autre chose que de la viande, on envisage aussi les insectes parfois. Ouais, Comment on se positionne par rapport à ça? Est-ce que ce serait ouais. crédible? Ce serait Ouais. possible? Alors, enfin, moi personnellement, je suis extrêmement sceptique sur la consommation d'insectes. Mhm. Donc déjà, les insectes, on peut les consommer de deux manières. Soit directement par les humains. Et là, en fait, on se rend compte qu'en termes d'acceptabilité, les gens sont globalement moins sourds pour manger des insectes que des steaks de soja ou du poulet végétal, etc. Donc, personnellement, je pense pas que ce soit l'alternative qui sera privilégiée par les consommateurs. Et en fait, sinon, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les insectes comme protéines animales qu'on nourrit ensuite aux animaux d'élevage. Mais en fait, on se rend compte, enfin, selon moi, que à ce moment-là, on répond que partiellement au problème de l'élevage. D'une part, ben, on ne résout pas la question des conditions de vie des animaux d'élevage. On utilise toujours les animaux d'élevage qui sont élevés dans des conditions. Voilà, je crois que vous évoquez le chiffre de 80% d'animaux en, en élevage intensif en France. Si vous ne l'évoquez pas, c'est un chiffre que j'annonce comme ça, qui est un chiffre qu'on sort souvent. Donc, ouais, ça résout pas ce problème-là. Ça résout pas non plus la question de l'antibiorésistance, du risque de zoonose via les élevages. Et même au niveau environnemental, en fait, ça dépend beaucoup de ce qu'on donne à manger aux insectes, qu'on donne ensuite à manger aux animaux d'élevage. Si ces insectes, on donne à manger des choses qui pourraient directement être mangées par les animaux d'élevage, bon, il n'y a pas trop d'intérêt sur le plan environnemental, on rajoute juste une étape supplémentaire. Si on donne des déchets, etc., pourquoi pas, mais ouais, il reste d'autres soucis. Donc, personnellement, les insectes, j'y crois vraiment pas et je suis Ouais. beaucoup plus Ok. optimiste sur les protéines végétales dans un avenir proche. Les protéines issues de la fermentation, donc les mycoprotéines ou d'autres types de protéines, sur le moyen terme, et la viande cultivée à long terme, je suis beaucoup plus optimiste par rapport à ça. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Ouais, non, c'est super intéressant. Est-ce que vous voyez une autre question? J'ai vu une question de Stéphane Béchaud qui a l'air non, qui est intéressante. C'est la viande cultivée. Bah, en ce moment, c'est donc tu disais que c'était Singapour enfin, voilà, qui était vraiment là-dessus enfin, sur les En viandes termes cultivées de en ce mise sur moment. le marché, en tout cas. Oui, parce que c'était un pays qui était quand même. Enfin, ils avaient peu de terrain pour en produire. Mais du coup, pour les pays qui sont, est-ce que ça marcherait aussi pour les pays en voie de développement? Parce que c'est pas la même richesse. Enfin, Singapour, c'est quand même un pays Ouais, qui est très riche. Est-ce que ça marcherait plus pour les pays plus pauvres? oui, oui, c'est une bonne question. En fait, ces pays-là, clairement, aujourd'hui, sont pas les pays qui ont le plus de startups et d'entreprises dans ce milieu. Aujourd'hui, les entreprises de viande cultivée, on les trouve surtout aux États-Unis, en Israël, en Asie de l'Est, un peu en Europe. Effectivement, très peu dans les pays dits en développement, même s'il y en a quelques-unes, hein, faut pas croire. Euh, En fait, la Où manière, ça, ces par pays sont exemple? pas. Enfin, On trouve par exemple en Afrique du Sud, au Brésil, je crois qu'il y en a aussi. Voilà. Donc, donc, enfin, comment ces pays-là seront pas ceux qui ont les entreprises là-dessus, mais en fait, c'est pas ces pays-là qui aujourd'hui produisent le plus de viande, sauf quelques exceptions comme bah, typiquement le Brésil. Euh, et oui, je pense que la viande cultivée, pour l'instant, est plutôt quelque chose qui sera issu des pays riches, mais ça n'empêche pas après d'être
dans les pays moins riches, une fois que la technologie sera moins coûteuse. Et pour les pays en développement, pareil, encore une fois, moi je crois plus au potentiel des protéines végétales pour les moments. Et on voit d'ailleurs que dans beaucoup de pays dits en développement, il y a aussi une activité assez importante de création d'entreprises de protéines végétales. Par exemple, au Kenya, il y a plusieurs boîtes qui sont créées récemment et qui font des protéines végétales. Dans d'autres pays d'Afrique, enfin voilà, je parierais plus là-dessus personnellement. Ok. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup pour vos réponses à nos questions. Je pense on a fait le tour de tout ce qu'on avait. Je sais pas si Juliette et Anaïs, vous êtes... Écoute, je crois que moi, tout a été balayé, en tout cas, dans le temps qu'on avait. Donc, puis c'était super intéressant. J'ai appris plein C'était de choses. super intéressant. J'ai appris Ouais. beaucoup de choses que j'ignorais. Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci Tom. Merci. Pas de souci. Et s'il y a des gens qui ont des questions, qui n'hésitent pas à me contacter via Twitter, c'est là où je suis le plus réactif en général. Ok. Voilà, n'hésite pas. On remettra tous vos contacts dans le chat, on peut les mettre. Et puis, vous avez aussi une chaîne YouTube que moi, j'ai scrollée, qui est très intéressante. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous redonner le nom de la chaîne, Juliette? Oui, alors alors moi j'ai fait allemand LV2, donc c'est un mot Ah, en c'est espagnol. un amant en espagnol? Je crois que c'est Non, l'espagnol. c'est du Ah bah français. voilà. Ah, c'est du Écoutez, français. voilà, bon. Je vais me taire et chercher le nom de la chaîne YouTube. Bah, C'est ouais, pardon. allez-y, pardon. Oui, non, la chaîne c'est Pagure, Pagure, Mecha. Et Pagure, c'est le nom pour les Bernard l'ermite, le nom plus générique. Attention, Baptiste, t'as coupé ta caméra. Bah, elle s'est coupée toute seule, donc Ah, attends, Baptiste. on va finir comme ça. C'est bizarre. Ok. Petit souci technique. Bah, on t'entend toujours, c'est quand même. C'est le principal. C'est l'essentiel, oui. Bon, bah, en tout cas, merci encore, Tom, et on ira voir votre chaîne avec grand plaisir. Pas de souci. Après, c'est une chaîne d'interview où justement j'interviewe des gens qui ont une expertise sur ce milieu-là. Notamment, j'ai interviewé Romain Espinosa, qui est un économiste qui s'intéresse beaucoup à la question de l'impact de l'élevage en général. Donc, ouais, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous avez des questions non plus. D'accord. Et ben écoutez, on va passer au jeu, du coup. Ah, c'est bon, Baptiste est revenu, super. Ça y est, souci réglé. Ok. Super. Oui, donc pour terminer ce Twitch, on a une petite page de légèreté, un petit quiz. Pour terminer, Anaïs, je te laisse. Non, je crois que c'est Baptiste qui va commencer en Non, premier. c'est Baptiste. Oui, c'est moi qui commence le jeu tant attendu par notre cher chat. Alors, ce sera une sorte de devinette. Je vais vous faire le portrait de quelqu'un qui a un lien plus ou moins direct avec notre thématique du jour et il faudra deviner qui c'est. Tout le monde peut jouer dans le chat aussi. Du coup, je suis un acteur et militant écologiste américain de 47 ans. Dans une interview pour Brut, je déclare être vegan depuis mes 3 ans et ne pas être en accord avec le fait de tuer des animaux, surtout lorsqu'il s'agit de les engraisser jusqu'à l'abattage. Je suis devenu le porte-parole de l'association PETA, People for Ethical Treatment of Animals. Je vois qu'il y en a déjà qui ont trouvé dans le chat. Je vous finis quand même le portrait. Je suis un activiste antispéciste engagé. Pour moi, la vie d'un cochon a autant d'importance et de valeur que celle d'un chat ou d'un chien. En 2020, je remporte l'Oscar du meilleur acteur pour mon rôle dans le film Joker. J'en profite pour dénoncer les inégalités entre les genres, le racisme, défendre les droits des personnes des LGBT et des animaux. C'est évidemment Joaquin Phoenix. Bravo à ceux qui ont trouvé dans le chat. Eh ben bravo, on va passer à la deuxième. On va voir si vous êtes encore plus rapide. Alors, je suis une chanteuse américaine née en 2001 à Los Angeles. Je suis végane depuis l'âge de 12 ans. À Noël, j'encourage mes fans à ne pas consommer de dinde lors de la fête traditionnelle de Thanksgiving. Je déclare les dindes sont parmi les créatures les plus douces au monde. J'ai été élue personnalité de l'année 2021 par PETA. J'ai lancé en 2021 une collection de Air Jordan avec Nike 100% cuir vegan. Alors, ce n'est pas Ariana Grande. Ce n'est pas Ariana Grande. Là, c'est plus compliqué pour le chat. ça y est, on l'a. Ah, ça y est. Bon, bah, je vais terminer. Je deviens mondialement connue suite au single Ocean Eyes en 2016. Mes morceaux les plus connus sont Bad Guys, No Time to Die, Happier Than Never. Et c'était ça, Billie Eilish. Bravo. Bravo. Écoutez, on vous en garde un dernier. Allez, c'est parti. Je pense que ça va aller très vite. Alors, je suis passée par Quotidien et Combini et j'ai subi de nombreuses critiques.
Un an plus tard, en 2018, je décide de devenir végétarien afin de dénoncer les dérives des élevages intensifs. Un an plus tard, je publie mon premier livre, Comment j'ai décidé d'arrêter de manger des animaux. Et information décisive, je suis un journaliste français et militant pour le bien-être animal de 32 ans. Bravo, bravo Emma Guizot, c'était Clément de son prénom Hugo. Tout à fait, voilà. Bravo, bravo le chat, Bravo le infaillible, chat, infaillible bravo le aujourd'hui, chat. il a trouvé toutes Extrêmement les réponses. réactif, très, très impressionnant, en quelques secondes à peine. Pas de clim pour le chat aujourd'hui. Non. Eh ben, écoutez, merci à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos Merci. questions. Ouais. Merci pour vos questions, merci pour les viewers, merci à Tom Brie-Chevalier d'être venu dans l'émission. Et merci C'était- Merci à également vous. à toute l'équipe de Twitch, donc Célestine, Quentin, Sacha et Arthur. Merci encore pour Et à tout leur Ulysse. travail. Et à Ulysse, évidemment, le meilleur pour la fin. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de la clim sur un thème qui vous sera communiqué comme d'habitude quelques jours avant sur les réseaux sociaux. Merci encore, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Et à bientôt et à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Les gars, vous m'entendez ?